Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à cette activité Midi Causerie. Donc, qui était une activité qui a été demandée par les étudiantes et étudiants, donc qui s'intéressaient à cette question des possibilités de carrière en dehors des murs de l'université après un PhD, parce que ça peut parfois demeurer flou. Donc, je me présente, je suis l'animatrice de l'activité, Marie-Odile Magnan, je suis sociologue de l'éducation. Je suis professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et je suis directrice du Centre CRIFPE Université de Montréal. Je suis aussi titulaire de la chaire en relations ethniques et responsable de l'équipe FRQSC Inclusion et diversité ethnoculturelle en éducation. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir puis de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Donc, on a un panel sur les multiples possibilités de carrière après la réalisation d'un doctorat. Et il y a 4 conférencières qui ont accepté généreusement de venir partager avec vous leur parcours. Donc, elles ont 15 minutes chacune pour présenter un peu leur parcours universitaire et professionnel. Puis, on aura 30 minutes d'échange à la fin pour accueillir vos questions. Alors, je leur ai posé des questions, quelle carrière elles envisageaient avant de terminer un doctorat, qu'est-ce qui les a menées vers l'emploi qu'elles ont aujourd'hui, est-ce que c'était planifié ou inattendu et quelles sont les principales tâches aujourd'hui de leur emploi, mais elles vont peut-être aussi répondre à d'autres questions en parlant de leur parcours. Donc, la première qui se lance avec nous aujourd'hui, c'est Justine Gosselin-Gagné que je vous présente, qui a un PhD doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Elle poursuit actuellement un postdoctorat à l'Université du Québec à Montréal et en plus de ça, elle coordonne le Centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Donc, bienvenue Justine. Je vais présenter les autres participantes au fur et à mesure là, quand elles seront à même de parler. Donc, Justine, je te cède la parole et je vais partager ton PowerPoint. Super, merci beaucoup. Alors, je parle mon temps. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Justine Gosselin-Gagné. Aujourd'hui, comme vous le savez, donc, je viens discuter brièvement de mon parcours universitaire et professionnel avant, pendant et après le doctorat. Donc, tu peux changer. Pour commencer, je voulais simplement préciser, là, même si Marie-Odile l'a déjà dit, que pendant ma courte présentation, je vais m'efforcer de répondre à ces 4 questions-là qui sont de quelle carrière envisagez-vous avant de terminer le doctorat? Qu'est-ce qui vous a mené vers cet emploi? Est-ce que c'était planifié ou inattendu? Et puis, c'est quoi les principales tâches dans votre emploi actuel? Donc, voilà. Puis, évidemment, si jamais vous avez d'autres questions auxquelles vous voudriez que je réponde par la suite, ça va me faire plaisir. Tu peux changer la diapo. Donc, avant de répondre à la première question, je pense que pour parler de la carrière que j'envisageais avant de terminer mon doctorat, c'est quand même intéressant de retracer un petit peu mon parcours universitaire et professionnel. Donc, moi, j'ai fait un bac en psychologie à l'Université de Montréal, donc de 2007 à 2010. Et puis, probablement que c'est encore comme ça 10 ans plus tard, mais donc, quand on fait le baccalauréat en psycho, pour faire de la psychologie clinique, après, on fait un passage direct, normalement, bac au doc. Et puis, voilà, en fait, peut-être que vous connaissez un peu le domaine, il y a beaucoup plus d'appelés au baccalauréat que d'élus au doc. Puis, j'avoue aussi qu'au fur et à mesure que je faisais mon bac, moi, je ne me voyais pas tellement faire la psychologie clinique. Donc, je pense que les gens qui me connaissent là, savent que j'aurais été probablement une très mauvaise psychologue. Donc, ça m'intéressait moins. Puis aussi, donc, il y a un parcours recherche en psychologie. Je pense qu'il doit y avoir encore une maîtrise qui existe, mais il y a le doctorat aussi, le cheminement recherche. Mais à ce moment-là, moi, un peu ironiquement, c'était un domaine que je ne connaissais pas vraiment. Donc, voilà, je ne savais pas trop quoi faire, mais ce que je savais, en fait, c'est que j'avais envie de continuer mes études après le bac. Donc, j'ai atterri à la maîtrise en éducation, honnêtement, un petit peu par hasard. Mais la psychopédagogie, c'est quelque chose qui m'a vraiment rejointe finalement. Et puis, j'avoue que je suis tombée aussi là, sous le charme autant de mon objet de recherche que de ma directrice, Faisal Kanouté, qui a été ma directrice à la maîtrise, puis ma co-directrice au doctorat, qui est aussi ma deuxième mère, je dis souvent. Donc, j'ai beaucoup aimé ces études-là.
Rapidement, donc, mes sujets à la maîtrise, je me suis intéressée aux caractéristiques qui soutiennent la résilience sociale et scolaire d'élèves qui sont allophones, donc récemment arrivés au Québec, d'élèves qui sont passés en classe d'accueil, donc de façon systémique, qu'est-ce qui a soutenu leur parcours. Puis au doctorat, j'ai fait de l'ethnographie scolaire, donc je me suis intéressée aux pratiques dans des écoles primaires à Montréal, donc des pratiques de gestion, des pratiques enseignantes professionnelles, tout ce qui est relation aussi avec les parents, avec la communauté, donc dans des milieux scolaires pluriethniques et en milieu défavorisé aussi, pardon. Donc, dans une perspective d'éducation inclusive. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et puis, pendant mes dernières années au DOC, pendant que j'écrivais ma thèse, en fait, je suis devenue coordonnatrice du Centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Donc, ça, c'est mon emploi principal actuel, là, je veux dire, puis je vais en parler tout de suite après. Comme Marguerite aussi a annoncé, en ce moment, je fais un stage postdoctoral aussi à la Faculté des sciences d'éducation de l'UQAM. Le projet sur lequel je travaille, c'est en fait, on fait des récits de pratiques d'enseignants qui travaillent auprès d'élèves qui sont issus de l'immigration. Et puis, les objectifs principaux de cette recherche-là, c'est de mieux connaître, d'une part, les pratiques enseignantes en contexte de diversité ethnoculturelle. Puis, ultimement aussi, ce qu'on aimerait, c'est pour se servir de ces récits-là comme matériaux de formation initiale et continue du personnel enseignant. Puis finalement, cette année, j'ai aussi la chance d'avoir un contrat à la DILEI, qui est la Direction de l'intégration et de l'éducation interculturelle, qui est une division du ministère de l'Éducation. Donc, grosso modo, je travaille sur un projet qui vise à soutenir l'éducation interculturelle inclusive, puis la lutte au racisme dans les milieux scolaires. Alors voilà, tu peux changer. C'est ce qui m'amène donc à répondre aux questions dont j'ai parlé au début de ma présentation. Pardon, je vais juste revenir en arrière. Donc, quelle carrière j'envisageais avant de terminer mon doctorat? Donc, moi, pendant mon parcours doctoral, mais plus j'arrivais vers la fin, j'avoue que je n'étais pas trop certaine de ce que je voulais faire après. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans cette situation-là. On se pose beaucoup de questions. Moi, notamment, je n'étais pas certaine de vouloir postuler tout de suite après mon doctorat pour avoir un poste de professeur à l'université. Donc, je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, en fait, pour être honnête, sur mon avenir professionnel. Puis j'étais un petit peu dans le néant par rapport à l'après tout ça. Je savais que moi, ce que je sais, en fait, dans la vie, c'est que j'aime beaucoup faire de la recherche. C'est ça mon premier amour. Donc, à un moment, j'avais prévu notamment de faire des demandes pour une bourse postdoctorale. Puis, donc, c'est ce qui m'amène un peu à raconter ce qui m'a mené vers mon emploi actuel, dans le fond, c'est que de façon très instrumentale ou pragmatique, je vais dire, là, en fait, j'avais une bourse du CRSH qui a été épuisée à un moment. Donc, j'étais à la recherche d'un emploi simplement pour subvenir à mes besoins. Puis, aussi, ayant fait de l'ethnographie scolaire pendant ma thèse, j'ai vraiment eu la piqûre, en fait, pour travailler, si on peut dire, sur le terrain. Donc, à un moment, j'ai même pensé que j'allais laisser tomber l'étude doctorale pour aller faire des études. Par exemple, je sais que la psychoéducation m'intéressait. J'ai même pensé faire un retour en psychologie aussi. Donc, vous voyez à quel point j'étais pas sûre du tout de ce que j'allais faire. Puis, c'est ma directrice de recherche, en fait, Fassal, qui avait partagé l'offre d'emploi avec moi de coordonnatrice. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, si c'est possible, juste de le fermer, s'il vous plaît. Donc, elle avait partagé avec moi l'offre d'emploi de coordonnatrice, puis elle m'a encouragée à postuler finalement. Donc, à cette époque-là, la personne qui coordonnait le centre de recherche que moi, je coordonne actuellement, c'était Geneviève Audet, qui maintenant est ma directrice de stage postdoctoral. Puis à cette époque-là, donc, elle avait eu un poste comme professeure à l'UQAM. Donc, le centre de service était à la recherche de quelqu'un pour la remplacer. Donc, en fait, pour répondre à la question si c'était planifié ou inattendu, c'était pas du tout planifié.
Mais l'offre d'emploi a été publicisée à une époque où je me demandais, comme je disais, vraiment, si j'avais envie de devenir professeur à l'université dans les années à venir ou si j'avais peut-être plus envie de travailler un petit peu. Je sais que c'est débattable, là, mais un petit peu plus près des milieux. Donc, moi, je le voyais comme ça, l'opportunité d'aller travailler dans une commission scolaire là, à cette époque-là, c'était vraiment de travailler peut-être un petit peu plus en relation au quotidien avec les acteurs des écoles. Donc, en postulant, moi, j'ai vu cette offre d'emploi-là comme étant une opportunité à court, moyen terme. Je me voyais au moins rester là jusqu'au dépôt de ma thèse pour pouvoir subvenir à mes besoins d'abord. Puis finalement, je suis encore là presque 3 ans après ma soutenance. Donc, avant de répondre à la dernière question, je vais un peu présenter quand même le centre de recherche pour lequel je travaille. Donc, actuellement, comme je disais, je coordonne le centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. C'est un centre de recherche, donc qu'on appelle communément le CIPCD, qui existe depuis 2012 déjà. Donc, un centre de recherche appliqué. On est affilié, entre autres, aux facultés d'éducation de l'UQAM et de l'UDM. Mais on travaille aussi avec des chercheurs de d'autres universités. Puis, on a aussi des partenaires au niveau santé et services sociaux, comme le Centre de recherche de partage des savoirs interactions du CIUS du nord de l'île de Montréal, puis le Sherpa aussi du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Puis, à travers la réalisation de certains projets aussi, on bénéficie de l'accompagnement de la DILEI dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je pense que c'est intéressant quand même de souligner le fait que le Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois est le seul centre de service scolaire qui a son propre centre de recherche. Donc, moi, en tant que coordonnatrice, je suis employée du centre de service scolaire. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que c'est le CIPCD? Donc, comme vous voyez sur la fiche dans ma présentation, c'est grosso modo 6 groupes de travail dont les thématiques sont liées aux enjeux de la diversité ethnoculturelle et linguistique en milieu scolaire. Donc, notamment par rapport à l'enseignement du français en milieu pluriethnique et plurilingue. Donc, on pense à des élèves, par exemple, pour qui le français, ce n'est pas la langue maternelle. On a un groupe aussi qui s'intéresse, par exemple, à l'intervention psychosociale auprès des élèves immigrants qui sont vulnérables. Donc, on parle, par exemple, d'élèves qui ont vécu des deuils ou des traumas qui sont en lien avec leur parcours migratoire. Donc, pour chaque groupe de travail, il y a 2 co-responsables, toujours un chercheur universitaire, puis il y a un membre du personnel aussi du centre de service scolaire qui est soit un conseiller pédagogique ou soit un cadre. On a 3 mandats principaux au centre de recherche, donc évidemment de faire de la recherche, autant des chercheurs que des étudiants, probablement comme vous, à la maîtrise, au doctorat, au postdoc qui viennent dans nos écoles, par exemple, pour faire des terrains de recherche. On a un mandat de formation aussi, donc du personnel scolaire ou administratif. Puis, on a un mandat de transfert de connaissances qui se fait, je dirais, le plus souvent sous forme de conférences ou de guides pédagogiques. Donc, si jamais nos activités vous intéressent, là, vous pouvez visiter notre site Internet qui est sur la fiche, qui est le cipcd.ca. Ce qui m'amène finalement à répondre à la dernière question. Donc, quelles sont mes principales tâches dans mon emploi actuel? Donc, moi, mon rôle, essentiellement, comme coordonnatrice du centre de recherche, consiste à planifier, à organiser puis à coordonner les activités pour réaliser les 3 mandats dont je viens de parler, donc qui sont recherche, transfert de connaissances et formation. Donc, moi, dans le cadre de mes fonctions, je suis amenée vraiment à faire plein de choses. Donc, je participe à différents projets de recherche, des fois comme assistante. Je peux organiser des événements aussi, donc des journées thématiques, des conférences dans des écoles, par exemple, qui sont données par des chercheurs. Je suis amenée aussi à participer à différents comités, donc autant au sein du centre de service scolaire qu'en dehors. Donc, par exemple, on a un genre de comité d'éthique, si vous voulez, au centre de service scolaire. Quand vous soumettez un projet de recherche, bien, nous, on a un petit comité d'analyse des projets de recherche qui se penche sur chaque projet. Puis, en fait, donc, moi, j'ai la chance de participer à ce comité-là, de donner mon avis. C'est un poste aussi qui me permet de créer et de mettre en place différents projets. Donc, au cours des dernières années, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle l'équipe ressources en contexte de diversité. Donc, c'est différents professionnels du centre de service scolaire qui sont réunis ensemble puis qui ont
développer certains savoirs, là, je dirais, là, à travers leur collaboration avec Yarine Papazian-Durabian, pour ceux qui la connaissent, donc qui ont développé différents savoirs, une genre d'expertise, si on veut, par rapport au parcours migratoire plus difficile, je vais dire. Puis, donc, c'est une équipe ressource, en fait, que certaines écoles à qui ils font appel pour réfléchir ensemble sur certains cas d'élèves, là, parfois, pour avoir vraiment une vision pluridisciplinaire là, de certaines situations. Donc, c'est un autre exemple là, de certains projets auxquels je peux participer. Puis, en fait, pour conclure, c'est ça que j'avais envie de dire. Je pense qu'une des choses vraiment intéressantes dans le cadre de ma tâche, moi, c'est que j'ai la chance d'organiser mon horaire pas mal comme je souhaite, puis aussi participer surtout à des projets ou à des comités que moi je choisis. Donc, c'est vraiment un travail très intéressant à ce niveau-là. Et puis, tu peux changer. C'est ce qui conclut ma petite présentation. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Justine. Donc, je vois que vous êtes nombreux à vous être connectés à l'activité. Donc, je vois qu'il y a vraiment un intérêt. Ça me réjouit beaucoup. J'ai hâte de voir vos questions tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, Justine. Et puis, on accueille maintenant Karine Vieux-Fort. Karine Vieux-Fort qui a un doctorat en sciences de l'éducation à l'Université Laval. Elle est actuellement coordonnatrice du consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur, le CAPRES. Elle est aussi chargée d'encadrement à l'Université TELUC et chercheuse au réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise et au Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail. Donc, merci Karine d'avoir accepté de participer. Je te cède la parole. Merci Marie-Odile. Alors, je partage mon écran tout de suite. Est-ce que ça va? Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, merci pour la présentation, Marie-Odile. Je suis vraiment ravie, en effet, moi aussi, de voir autant de participantes pour une activité comme celle-là. Puis je pense que j'aurais, il y a quelques années, vraiment apprécié pouvoir participer à une activité comme celle-là. Par moments, j'étais, je pense, un peu perdue dans mes choix de carrière durant le doctorat. Alors, je présente vraiment modestement mon parcours universitaire et professionnel d'une docteure, chercheuse en sciences de l'éducation. En commençant d'abord en vous disant que moi, j'ai commencé mon baccalauréat, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait mes premières années de doctorat pour être professeure à l'université. C'était vraiment ça, mon aspiration professionnelle. Il n'y avait pas autre chose. J'ai travaillé très fort pour avoir cette carrière-là, atteindre cette carrière-là, et j'ai, pendant le doctorat, fait vraiment un changement, une transition pour aller vers une autre carrière. Je vais vous expliquer les raisons, certaines raisons, bien sûr, là, et différents éléments qui vont pouvoir vous permettre de mieux comprendre cette transition-là. Alors, mon parcours universitaire, rapidement, pour vous dire, moi, j'ai fait toutes mes études à l'Université Laval, donc je suis une fière personne de Québec et j'aime bien la ville aussi, donc je demeure encore, je travaille. J'ai fait un baccalauréat en histoire. J'ai toujours eu cette passion-là pour l'histoire, même au collégial, donc je suis allée en histoire, dans la formation générale, j'ai adoré. Par contre, je dirais que même si j'avais le souhait à ce moment-là déjà d'être professeure à l'université en histoire, entre autres, j'ai quand même rapidement compris que les perspectives de carrière étaient relativement minces dans ce domaine. Je ne sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui, là, on s'entend, je vous rapporte ce qu'il en était à l'époque. Je savais que moi, j'avais beaucoup de chargés de cours qui m'enseignaient, très, très bons, très compétents, mais je comprenais quand même qu'il n'y avait pas tant de postes de professeurs. Alors, à la maîtrise, pour différentes raisons, notamment des raisons très peu calculées, là, ce n'était pas un questionnement très stratégique, mais je me suis dit, je vais aller vers les sciences de l'éducation. Il y a probablement plus de perspectives de carrière en sciences de l'éducation. Donc, je me suis dit, je vais aller m'inscrire à la maîtrise dans un programme où j'ai fait des fondements sociaux de l'éducation, donc la sociologie de l'éducation. Donc, j'ai fait mon mémoire de maîtrise
sur vraiment les questions identitaires, les représentations de la communauté anglophone chez des jeunes scolarisés en anglais dans une école secondaire de langue anglaise. C'est vraiment par hasard que je suis arrivée un peu sur ce thème-là. J'ai adoré travailler sur cette thématique-là. Et au doctorat, j'ai décidé de poursuivre, en fait, sur ce grand champ-là. J'avais l'impression qu'il me restait encore des choses à apprendre, à creuser. J'avais encore à ce moment une aspiration d'être professeure à l'université en sciences de l'éducation. Je voyais que j'avais beaucoup plus de possibilités aussi que ça se produise. Donc, j'ai commencé un doctorat dans le programme d'administration et politique de l'éducation. Mes premières années au doctorat, j'avais toujours cette ambition-là et c'est vraiment en cours de route que j'ai j'ai pris certaines décisions, disons. Donc, j'y reviendrai là, dans quelques minutes. Donc, partant du principe où je souhaitais vraiment ardemment être professeure à l'université, j'ai compris rapidement au début de ma maîtrise et surtout durant le doctorat qu'il fallait vraiment que je bonifie mon fameux CV de chercheuse, que je profite de plusieurs occasions, que je crée des occasions pour pouvoir développer mes compétences, me démarquer, en fait. On va appeler un chat un chat, là, c'est ça l'idée. Donc, d'avoir un bon CV. Donc, j'ai rapidement été auxiliaire de recherche et d'enseignement. J'ai travaillé sur plusieurs projets de recherche. Ça a été très, très formateur. Ça m'a aidé beaucoup à mener mes propres recherches. J'ai aussi, par la bande, en étant aussi avec le temps auxiliaire d'enseignement pour différents professeurs, je suis devenue chargée de cours dans 2 cours, plus vers le milieu fin de mon doctorat. J'ai fait un stage dans une autre université. J'ai aussi eu une belle opportunité, je pourrais dire, j'ai co-créé avec des collègues une belle opportunité de cofonder une revue scientifique destinée aux étudiants, là, qui était donc gérée par et qui était destinée aux étudiants en sciences de l'éducation. Donc ça a été vraiment une belle école. Ça a été un projet qui s'avérait petit, qui a finalement pris une grande amplitude et qui est toujours d'actualité. Moi, je ne suis plus partie prenante de ce projet-là, mais il existe encore. Alors, je suis vraiment fière, après 10 ans, de voir que cette revue-là, maintenant, est rendue indexée dans différentes bases de données et que plusieurs jeunes chercheurs souhaitent y participer et faire leur première publication. Donc, ça a été quelque chose quand même de très formateur. Je vais juste m'assurer je vais bouger juste ma fenêtre Zoom, je perdais un peu mon texte. Et j'ai fait un petit peu de coordination de projets destinés aux étudiants et à moi-même, là, disons. Là, donc, j'ai touché à ce genre de tâches, j'ai développé ce genre de compétences-là durant mes études doctorales, puis ça a été vraiment très bénéfique. Je parlais de l'idée que c'était quand même stratégique. Il ne faut pas penser que je suis un être complètement instrumentalisé. J'y ai trouvé du sens dans tout ça. J'ai eu du plaisir à faire ces tâches-là, puis à participer à ces projets-là ou à ces enseignements-là. Ça a été vraiment très, très formateur et ça m'a été très utile pour la suite de mon parcours professionnel qui n'est pas, je ne suis pas professeure d'université, là, donc, mais tout ça m'a été utile. J'ai développé vraiment des compétences très, très riches. Alors, j'ai suivi aussi, et je le mentionne parce que je trouve que c'est important de le souligner, que dans les universités, il y a beaucoup de formations complémentaires qui sont offertes pour les étudiants au doctorat et aussi à la maîtrise là, par moment. Je vous dirais que la première formation complémentaire que j'ai suivie, qui était pendant l'été, relativement très exigeant, c'était sur la pédagogie universitaire. À ce moment-là, c'était au début de mon doctorat, donc j'étais très consciente que ça pouvait m'aider pour la carrière professorale, et c'est aussi ce qu'on m'avait quand même dit. Et en cours de route, quand j'ai vraiment transigé en me disant, j'ai fait de la transition en voyant que ce n'était pas cette carrière-là que je voulais faire, je me suis inscrite dans plusieurs autres formations. Puis là, rappelons que c'est à la fin d'un doctorat, quand on est en pleine écriture, on est un peu vert, tellement qu'on écrit tout le temps, puis on est toujours dans notre tête, on est très, très, très isolé. Et ces formations-là, parfois, je me dis, oh mon Dieu, à quoi ça sert? Là, j'ai tellement pas le temps de commencer à lire sur autre chose. Et ça a été d'une très grande utilité. La première formation que j'ai faite, un peu en dehors du volet stratégique pour être professeur d'université, c'était celui d'un diagnostic de compétences professionnelles et personnelles, qui m'a permis de réfléchir sur qu'est-ce que j'ai aimé faire au doctorat, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, même en étant en fin de parcours, j'étais encore en train d'écrire ma thèse, je la finalisais.
c'est vraiment très introspectif. C'est une démarche vraiment très personnelle, mais qui était encadrée dans le cadre d'un cours offert aux doctorants à l'Université Laval. Ça m'a permis de regarder justement ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ce sur quoi je considère que j'ai des forces, d'autres plus des limites. On n'est pas bon dans tout ce qu'on doit faire au doctorat ou dans une thèse. C'est pas vrai. Donc, ça a été très honnête, puis ça m'a permis de voir, en fait, un peu, ça a été peut-être le moment tournant, ça m'a permis de voir que j'aimais beaucoup la recherche, je me définissais comme une chercheuse, mais il y avait beaucoup de choses dans la recherche que je n'aimais pas particulièrement, et qui sont très, très présentes dans le métier de professeur d'université. Donc, oui, j'ai eu une petite phase où je n'étais pas certaine de tout ça, mais ultimement, à un moment donné, quand on fait face à la musique, on se rend compte que est-ce que c'est ça qu'on veut faire de notre carrière professionnelle si ça ne nous amène pas beaucoup de satisfaction. On est capable de le faire, mais parfois, c'est plus ardu, c'est un peu plus parfois même souffrant. Donc, j'ai eu ces questionnements-là. Donc, je partage ça, là, 150 personnes, c'est un peu personnel, mais ça reste quand même honnête. Je trouvais important d'en parler. Et ensuite, j'ai fait d'autres formations qui m'ont été très utiles sur des stratégies d'écriture. On apprend à écrire une thèse, c'est l'écriture scientifique. Sur le marché du travail, l'écriture scientifique, ce n'est pas ça qu'on recherche. Donc, j'ai fait une formation qui m'a permis d'écrire, de comprendre autrement les façons d'écrire des bons textes, mais qui sont beaucoup plus souhaités et attendus dans un cadre professionnel. La communication orale aussi, et toute la question de la gestion de projet. Donc, une thèse, c'est un projet, on le mène, mais il y a d'autres projets qu'on peut mener. Alors, je suis allée chercher des acquis plus théoriques, réflexifs sur la gestion de projet qui m'ont été très utiles pour la suite. Alors, je vous partage mon parcours professionnel. Donc, vers la fin de mon doctorat, quand j'ai pris la décision que je ne voulais pas être professeure d'université, je mentirais de dire que ça a été une décision qui n'a pas été difficile. J'ai trouvé ça très déstabilisant parce qu'on est vraiment socialisé à être professeur à l'université. C'était vraiment ça que je souhaitais ardemment faire. J'ai passé par différentes étapes de le voir comme non, c'est passager, ça va revenir, mais non, oui, mais pas assez longtemps pour me convaincre. Des fois, on a le sentiment un peu aussi de penser que c'est un échec, que si on ne veut pas faire cette carrière-là, ça ne fonctionne pas ou, on est un peu comme syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je fais là? Donc, tout ça pour dire que lors de ce moment-là, une longue période quand même que j'ai vécue, qui m'a permis de vraiment d'officialiser que ce n'était pas cette carrière-là que je voulais faire, en fait, ce qui a été un des moteurs essentiels, c'est quand je me suis mis activement à chercher un emploi. J'étais en fin de rédaction de thèse, puis je dirais que par moment, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Donc, je suis allée consulter, bien sûr, le service de placement de l'Université Laval, mais tous les sites, puis entre autres AMEC en ligne, que je vous invite fortement à vous abonner à cette infolette qui permet de lister plein de beaux emplois en éducation. Donc, je me suis mis en action et j'ai postulé. Donc, j'ai obtenu, c'est une charge de cours ça fait 3 ans là, que je suis chargée d'encadrement à l'Université TELUX. C'est toujours d'actualité. Alors, je suis chargée d'encadrement pour un cours de sociologie de l'éducation. Donc, c'est vraiment en phase avec ma formation. Donc, j'enseigne, je supervise des étudiants. À l'Université TELUX, c'est une autre formule, c'est très individualisé, mais ça me permet de rester connectée avec l'enseignement, quelque chose que j'ai adoré faire durant mon doctorat et qui était un des éléments qui m'attirait beaucoup de la carrière professorale, mais qui n'est pas le seul élément d'un poste de professeur. Donc, ça, il y a façon de trouver des fois des moyens de s'aménager un petit espace dans notre vie professionnelle pour faire des choses comme celle-là. Donc, ça, je l'ai maintenu. Ensuite, en chevauchement avec la fin de ma thèse, j'ai commencé, en fait, j'ai obtenu un poste d'agente de recherche au siège social de l'Université du Québec, qui se trouve à Québec. J'ai fait de la gestion de projet essentiellement en pédagogie universitaire, en édition scientifique. Tout à l'heure, je vais parler d'une revue scientifique, je vais parler de l'enseignement. Donc, j'ai travaillé sur des choses qui m'interpellaient dans le milieu universitaire. Donc, je trouvais ça parfait parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été animée par le milieu universitaire, le milieu de l'enseignement supérieur. Et là, ça me permettait de rester connectée à ce beau milieu-là, d'être animée puis allumée par le milieu et de me nourrir de ce milieu-là, tout en faisant autre chose. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai été, et je le suis encore,
coordonnatrice au CAPRES. Alors, Marie-Odile l'a dit, mais je me permets de le redire. C'est le Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Alors, c'est un organisme interordre, collégial universitaire. Moi, je fais de la coordination. Donc, je gère une petite équipe. J'ai développé aussi beaucoup un intérêt pour la gestion de projet. Je voyais que j'étais bonne là-dedans durant mes études au doctorat. Et on s'occupe vraiment de toutes les questions d'accessibilité, de persévérance, de réussite en enseignement supérieur. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de l'étudiant en termes justement d'accessibilité, persévérance, réussite. Donc, gestion d'une petite équipe en termes de tâches. Je fais beaucoup d'organisation d'activités. Ensuite, on crée au CAPRES des dossiers thématiques 3 fois par année qui sont des dossiers de vulgarisation, mais qui sont vraiment ancrés dans la littérature, dans les connaissances. Donc, on est vraiment en connexion constante avec des chercheurs universitaires et collégiaux et la pratique. Donc, ça, c'est quelques-unes des tâches. Je ne vous les listerai pas toutes, ce n'est pas pertinent, mais seulement pour vous dire que depuis que j'ai fait ce changement-là, puis je suis vraiment sur le marché du travail de manière active, je reste dans l'écosystème de l'enseignement supérieur. Pour moi, c'était précieux, c'était important et c'est possible. Il y a plein d'opportunités de travailler à l'université, dans les collèges ou dans le monde de l'enseignement supérieur. Marie-Odile, il me reste combien de temps? Je n'ai pas vérifié l'heure, bien sûr. Il reste à peu près 1 minute, mais on peut sûrement t'en donner 2 de plus. Oh, t'es fine. Mais je vais faire ça quand même en mode rapide. Je me suis emballée, je m'en excuse. Alors, c'est vraiment la fin, là, quand même. Mais juste pour vous dire quelques compétences transférables, quand j'ai décidé de postuler à différents emplois. J'ai fait appel au service de placement de l'Université Laval. Les services de placement, il y en a dans toutes les universités. Là, ça, c'était celui qui m'intéressait bien sûr, qui était pertinent pour moi. Et j'ai eu un excellent service, quelques rencontres qui m'ont permis de regarder ce qui m'intéressait, ce dans quoi je suis compétente, qui m'allume. Et aussi, il y a tout un travail de transférer nos compétences. Et en fait, tout était là. J'en ai listé plusieurs, mais ça, c'est toutes des compétences que j'ai mis de l'avant lors de lorsque j'ai soumis mes candidatures, puis que ça a été considéré comme étant très valable et très intéressant. Mais tout ça était là, mais juste un peu comme pris dans toutes les autres affaires un peu liées à la thèse où on ne voit pas ces compétences-là comme étant vraiment parlantes sur le marché du travail. Donc, toutes les questions de rigueur, résolution de problèmes complexes, l'analyse, c'est hyper important sur le marché du travail, puis on doit le valoriser. Donc, voilà. Et je me permets quelques modestes conseils. Donc, pour terminer, investissez du temps dans des projets extérieurs au doctorat et à la thèse pour découvrir vos intérêts et développer votre profil professionnel. Même si des fois, on se dit que ça nous fait comme un peu, ça nous ralentit un peu dans notre processus. C'est vraiment intéressant et pertinent de le faire. Moi, ça a été comme des façons de voir que j'avais des intérêts autres et que j'étais bonne aussi dans autre chose. Suivez des formations offertes par votre établissement. C'est vraiment précieux. Et soyez conscient qu'il y a une socialisation très claire à la carrière professorale quand on fait des études au doctorat. Donc, on en parle de plus en plus, mais ça reste quand même important de se dire qu'on est au doctorat avec il y a comme cette espèce de discours-là très fort que c'est pour être professeur. Mais il n'y a pas que ça. Donc, quand on est conscient, on prend du recul, c'est un peu plus facile de se voir dans une autre carrière. Et rappelez-vous que l'identité de chercheur-chercheuse que vous avez vous développez dans le cadre de votre doctorat demeure même si vous n'êtes pas professeur. Je dirais que ça, c'est le conseil qui, moi, quand je l'ai lu à quelque part d'autre, je n'ai pas la référence, désolée, mais je pense qu'il me fait le plus de bien où je me suis dit, OK, ça ne m'enlève rien des aptitudes et des compétences que j'ai développées avec le temps. Alors, on en parlera tout à l'heure. C'était vraiment juste l'idée ici des pistes de réflexion de valoriser davantage les carrières professorales, de ne pas voir ça comme un choix par défaut, pas un échec. C'est vraiment plus positif. Et voilà. Donc, merci. Je parlais beaucoup trop. Désolée. Non, ça va, tu n'as presque pas dépassé. Merci, Karine. J'adore les conseils que tu appelles les modestes conseils. Je pense que c'est intéressant d'avoir ces conseils-là quand on est au doctorat ou à la maîtrise, puis de les entendre. Donc, merci beaucoup pour ton partage, Karine, très, très inspirant.
Donc, on va passer à Esther Mingson, qui a accepté aussi là, très généreusement de venir partager son parcours. Donc, je l'appelle Ming. Je ne sais pas si c'est la bonne chose, mais en tout cas, elle est éducation comparée. Elle a eu un doctorat en éducation comparée et fondement de l'éducation de l'Université de Montréal. Elle est conseillère à la recherche et au soutien à l'éducation interculturelle au ministère de l'Éducation. Elle est responsable d'exercer des activités de recherche sur l'intégration des élèves issus de l'immigration ainsi que sur l'éducation interculturelle en vue de l'amélioration continue des mesures de soutien du ministère. Donc, Ming, ça me fait un grand plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager ton écran? Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Marie-Odile de m'avoir invité à partager mon parcours professionnel, où je peux dire c'est un parcours de l'intégration en tant que femme allophone immigrante. C'est vraiment un privilège et un honneur de me trouver parmi vous, de pouvoir partager mes expériences. Je vais, là il y a un problème, je peux pas projeter, essayer de, voilà. Voici mon plan de présentation. Je vais d'abord vous parler de moi-même, qui je suis, et ensuite je vous parlerai de mon parcours scolaire ou universitaire. Après, ce serait mes expériences professionnelles et finalement, je me permets de vous donner quelques amples conseils ou, si vous voulez, je peux dire les leçons que j'ai tirées de mes propres expériences. Alors, qui je suis? Je suis chrétienne, une épouse et une maman de 3 enfants, une employée de la fonction publique québécoise. Je parle rarement de ma foi, mais j'ai établi cet ordre-là. En fait, c'est d'une de mes valeurs qui influence mon choix de carrière. Par exemple, si c'est un emploi qui exige que je travaille le dimanche, je ne peux pas le faire. Si c'est un emploi qui prend trop de temps, alors j'aurai pas le temps pour ma famille. Je vais pas le choisir. Et ça veut pas dire que mon travail n'est pas important pour moi. En fait, c'est les 3 choses les plus importantes dans ma vie. C'est juste, en fait, quand vous choisissez votre carrière, vos valeurs sont quand même très importantes. C'est juste pour donner ce message. Mon parcours scolaire ou universitaire, j'ai effectué mes études de premier et deuxième cycle en Chine. J'ai un baccalauréat en informatique. Malheureusement, j'ai correspondant au stéréotype des personnes d'origine asiatique. Il y en a beaucoup qui sont dans le domaine d'informatique ou sciences pures. Mais j'ai fait un virage quand j'ai décidé de faire ma maîtrise. J'ai une maîtrise en éducation. C'est parce que j'ai trouvé, je me considère comme une victime du système éducatif chinois. Alors, je voulais faire quelque chose en éducation comparée pour comparer le système scolaire chinois avec le système dans notre pays. C'est pour cette raison-là j'ai commencé ma maîtrise en éducation et en 2018, je suis arrivée au Québec pour poursuivre mes études doctorales en éducation. Et comme je suis arrivée
en octobre, j'ai pas pu choisir mes cours de recherche. J'ai commencé avec quelques cours de français pour améliorer ou perfectionner mon français. Et dans le cadre de mes études doctorales, sous la direction de Marie McAndrew, j'ai entrepris une analyse, une étude sur la réussite scolaire des élèves d'origine chinoise. Et j'ai analysé les impacts des facteurs familiaux, systémiques et ceux qui sont relatifs à la communauté. Bien sûr, toujours dans le cadre de mon doctorat, je me suis activement impliquée dans plusieurs groupes de recherche, dont la GRIES, peut-être que vous avez entendu parler. Mais j'ai pas beaucoup pensé à l'après-thèse parce que dans ma tête, je croyais que en doctorat, ça m'amène toujours à une carrière universitaire, de devenir prof. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup pensé, mais j'ai quelques articles publiés, des rapports de recherche publiés, etc. Je croyais que il me manque un peu d'expérience d'enseignement universitaire ou au cycle supérieur. Donc, tout de suite après ma thèse de doctorat, ma soutenance de thèse, j'ai posé ma candidature pour un poste chargé de cours à la faculté des sciences de l'éducation à l'UTM. J'ai enseigné un cours, je crois que c'est le cours 2200, École et environnement social. Alors, j'ai réalisé que pour enseigner à l'université, il fallait vraiment beaucoup de préparation. Et en ce temps-là, mon garçon avait, je pense, 9 ou 10 mois et j'attendais mon deuxième bébé. Alors, je me posais la question, juste à enseigner, ça prend beaucoup de temps. Et si j'étais professeur à l'université, il fallait que je publie des œuvres, il fallait que je participe aux conférences, aux colloques, en tout cas des événements académiques. Alors je me dis, est-ce que je suis capable de gérer tout ça avec 2 enfants de bas âge? Alors j'ai décidé de prendre une pause. En 2016, c'était après la naissance de mon deuxième bébé. J'ai décidé de juste travailler, essayer de trouver quelque chose près de chez moi. Alors, j'ai commencé, je crois que en été 2016, un travail à titre d'agente de liaison pour un organisme à but non lucratif. J'ai travaillé 2 jours par semaine. Ça me faisait du bien parce que je restais pas toujours à la maison et je pouvais aussi m'occuper de mes enfants parce qu'ils n'étaient pas encore à la garderie. Ensuite, en 2017, j'ai reçu un appel pour me demander si je voudrais enseigner en classe d'accueil dans une école privée. C'est tout près de chez moi. J'ai tout de suite accepté. Mais finalement, encore une fois, j'ai réalisé que c'est un travail exigeant parce que ce sont des élèves qui viennent d'arriver de toute nationalité. Et des fois, j'ai préparé mes leçons jusqu'à minuit.
Et j'ai essayé de parler de cette situation avec la directrice de l'école, mais la réponse était tout le monde est comme ça. Alors, je réfléchissais et finalement, j'ai décidé de quitter ce travail quelques mois plus tard. En 2018, après la naissance de mon troisième bébé, j'ai décidé de travailler à la maison. Alors, j'ai commencé à enseigner le chinois pour une école, disons, virtuelle. Ça, c'est 2 ans avant le début de la pandémie, mais j'ai déjà commencé à travailler de façon virtuelle. Alors, ça m'a permis de m'occuper de mes enfants, mes 2 enfants encore à la maison, un à la garderie. Mais je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je vais faire quand mes enfants vont à la garderie ou à l'âge, quand ils sont à l'âge scolaire. Alors j'ai juste regardé un peu les sites du ministère de l'Immigration et le site du portail carrière de la fonction publique, parce que je voudrais toujours travailler auprès des personnes immigrantes ou pour les personnes immigrantes. Et l'éducation, ça me passionne. Alors je suis sûre que je vais toujours travailler dans le domaine de l'éducation. Alors, j'ai postulé pour le poste de professeur de français, langue d'intégration. Alors, j'étais retenue pour enseigner un cours, ça s'appelle un cours FIPA. C'est un cours de français pour les personnes immigrantes peu scolarisées et peu alphabétisées. Alors, pendant j'enseignais ce cours, je réfléchissais encore. Je me demande pourquoi pas travailler. Si le ministère de l'Immigration offre des cours de français, il y a certainement une direction qui est responsable de ces cours des programmes. Alors pourquoi pas essayer d'entrer dans la fonction publique et aider ces personnes-là. Alors, il y avait un concours en ce temps-là. Alors, j'ai participé à ce concours et j'ai passé le seuil de passe. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de la directrice de politique et programme de francisation pour une entrevue pour le poste de conseillère en politique et programme de francisation. J'ai été retenue. J'étais responsable du programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des personnes immigrantes. Et un autre dossier, c'était des données, analyse des données sur la francisation des personnes immigrantes. Comme j'ai développé des compétences en analyse et en synthèse des données qualitatives et quantitatives, ça c'était très utile pour ce travail. J'ai beaucoup aimé ce travail. C'est parce que j'ai travaillé avec des collègues qui étaient très très motivés, qui s'intéressent à l'expérience des immigrants. Et moi, j'arrive à réaliser que je peux faire quelque chose pour aider les personnes immigrantes. J'ai jamais pensé à changer mon travail, mais j'ai travaillé pendant, je crois qu'une période de presque 2 ans
au MIFI. Je crois que c'est pendant le temps des fêtes 2020, j'ai regardé, alors par curiosité, j'ai regardé un peu les offres dans la fonction publique et j'ai vu il y avait un poste ouvert de la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle. Et j'ai regardé la description des tâches. Je trouve que ça s'inscrit directement dans le domaine de mes études. Alors, je veux dire, le titulaire ou la titulaire serait responsable du dossier de la veille informationnelle et scientifique des données. La personne va planifier, réaliser et faire produire des analyses, des recherches et des études particulières afin de s'assurer la prise en compte des besoins particuliers des élèves issus de l'immigration. Donc, c'est vraiment, ça correspond à mes intérêts. Donc, j'ai posé ma candidature et j'ai été retenue. J'étais vraiment très contente de pouvoir travailler dans mon domaine. Voilà, c'est un peu mon parcours. Maintenant, je me permettais de vous donner quelques conseils ou les leçons que j'ai tirées. Premièrement, il faut penser à l'après-thèse dès le premier jour où vous n'avez pas encore pensé, peut-être dès maintenant, parce que moi, je n'avais pas pensé du tout, parce que je croyais que je deviendrais une prof, c'est certain. Mais des fois, la situation est hors de notre contrôle. Alors, il faut vraiment, et il faut examiner c'est quoi mes valeurs et c'est quoi mes intérêts. Donc, pensez l'après-thèse dès maintenant. Deuxième, c'est de réseauter. Je suis sûre que vous avez beaucoup d'opportunités pour participer à des colloques, des conférences. Alors, ça serait l'occasion parfaite pour réseauter, surtout pour si vous avez des personnes immigrantes parmi vous. Alors, c'est très important de construire un réseau. Troisièmement, toujours avoir un plan B. Je crois que dans notre culture, quand on parle du plan B, c'est comme, il semble, ça, c'est lié toujours à un aspect, je dirais, négatif. Mais j'aimerais vous dire que avoir un plan B, c'est pas négatif. Vous voyez, peut-être maintenant, il y en a pas beaucoup de postes universitaires ouverts, mais peut-être il y a beaucoup de diplômés. Donc, je voulais vous dire que on peut faire rayonner la connaissance à l'extérieur du milieu universitaire, hein, qui contribue activement au développement social ou culturel. Donc, c'est pas honteux d'avoir, c'est pas l'échec d'avoir un plan B. Le dernier conseil, peut-être que vous pouvez visiter ce site Affaires universitaires. Je vais essayer de cliquer. Est-ce que vous voyez le site? Peut-être Ming, on pourra peut-être mettre l'adresse dans le chat. OK. Si tu veux. OK, d'accord.
On a dépassé un peu le temps, donc OK, est-ce OK, que tu as... je finis tout de suite. Merci, Ming. C'est vraiment très, très inspirant, ton parcours. Merci pour ta générosité, ton partage. Je suis certaine que tous ceux présents ici ont bien OK. apprécié. Donc, merci beaucoup. Oui, Et je vous laisse des sites si vous vous intéressez aux emplois dans la fonction publique québécoise ou canadienne. Je vais mettre les liens dans le chat. super. Finalement, je vais citer, je sais pas pourquoi comme ça il y a une ligne. Je voudrais citer un verset dans la Bible. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Si vous cherchez un emploi actuellement et vous n'avez pas encore trouvé, ne lâchez pas. Alors, si vous faites un doctorat, ça veut dire que vous faites preuve de persévérance. Alors, voilà. Merci. Merci Je vais beaucoup. arrêter le Merci beaucoup, partage. Ming. Oui, tu peux arrêter le partage d'écran. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est encourageant pour tous les étudiants et étudiantes qui nous écoutent. Donc, maintenant, on va écouter Claudia Prévost. Donc, Claudia, qui est parmi nous, donc un doctorat en ethnologie et patrimoine de l'Université Laval. Donc, Claudia qui s'est intéressée au parcours d'apprentissage du français de réfugiés d'origine bhoutanaise réinstallés dans la ville de Québec. Donc, on sent que les thèmes de vos thèses se rejoignent un peu. Elle occupe actuellement le poste d'agente de recherche et de transfert au sein de la Commission de l'étude des adultes et de la formation continue et du Comité de l'État et les besoins de l'éducation au Conseil supérieur de l'éducation. Donc, Claudia, je pense que tu n'as pas à projeter de PowerPoint, donc on t'écoute, on te laisse te présenter, puis merci d'avoir accepté de partager ton parcours avec nous. Puis, comme on a déjà dépassé un peu le temps, là, je vais essayer de faire un peu plus court parce que j'aimerais vraiment ça qu'on laisse de la place pour vos questions. Puis d'ailleurs, il y a plein de points dans mon parcours qui rejoignent ceux qui ont déjà été présentés. Donc, je vais essayer de mettre plutôt en évidence ce que je trouve qui est plus particulier à mon parcours qui n'a pas encore été nommé. Donc, je veux commencer par remercier Marie-Odile d'avoir pensé à moi parce que Marie-Odile et moi, on s'était déjà rencontrés à l'Université Laval. D'ailleurs, je t'avais posé des questions là, quand je pensais à faire un doctorat. Là, je me souviens que j'étais tournée vers toi parce qu'à ce moment-là, je connaissais très peu de gens qui s'étaient lancés dans cette aventure-là. Donc, tes conseils m'avaient été précieux. Donc, aujourd'hui, non, je n'ai pas préparé de PowerPoint parce que j'avais vraiment envie de vous parler avec mon cœur. J'étais vraiment... je suis vraiment contente d'avoir l'occasion de partager mon parcours avec vous parce que je sais à quel point ça peut être... il y a plein de questions qui sont dans notre esprit tout au long de notre parcours doctoral. Donc, la première question, quelle carrière j'envisageais avant de terminer le doctorat, je pense que d'emblée, c'est important de savoir que je ne pensais même pas faire de doctorat dans ma vie. Je me suis lancée vraiment dans cette aventure-là très naïvement, puis un peu comme Karine parlait de la socialisation à la carrière universitaire. Moi, c'est ma directrice de maîtrise qui m'a dit « Ah, je pense que tu aurais le potentiel pour avoir une bourse, fais une demande de bourse. » Donc, j'ai obtenu une première bourse à la maîtrise. Puis là, elle me dit « Ah, mais je pense que tu pourrais faire un doctorat. As-tu déjà pensé à ça? » Jamais. Fait que là, je me lance là-dedans, corps et âme, je fais la demande de bourse. Puis je l'obtiens, une bourse du CRSH, 3 ans. Mais j'avais aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'à ce moment-là, au moment de finir ma maîtrise, j'étais enceinte de mon premier enfant. Puis pour moi, c'était oui, je peux me lancer dans l'aventure doctorale, mais hors de question que je mette de côté le projet de fonder une famille parce que c'était vraiment super important pour moi. Fait oui, le doctorat, mais jamais au détriment des autres sphères de ma vie. Donc, quand j'ai commencé le doctorat, je venais tout juste d'avoir mon premier enfant, puis j'ai eu 2 autres enfants au cours de mon parcours doctoral. Donc, c'est ça. Puis quand je me suis lancée le doctorat, je me suis dit, OK, je me lance là-dedans, puis j'y reste jusqu'à ce que je vais persévérer tout autant que je vais être heureuse et que je vais avoir l'impression d'apprendre. Moi, ça a vraiment été ça, mes moteurs. Ce n'était pas nécessairement devenir prof. Prof, c'est sûr que cette perspective-là m'intéressait, mais comme dans tout projet dans lequel je me lance,
il faut que ça me nourrisse quotidiennement. Je ne voudrais pas mettre de côté les quelques moments difficiles où on se sent un peu moins nourri, mais il faut qu'au bout du compte, tout ça me nourrisse. Donc, c'est un peu ce qui m'a motivée tout au long de mon parcours. Et aussi, j'ai toujours gardé l'œil ouvert aux différentes possibilités, sachant que je ne tenais pas absolument à devenir professeur, connaissant à quel point ça peut être difficile d'obtenir un poste de prof. Tout au long de mon parcours, j'ai dit oui aux opportunités d'assistanat de recherche, aux possibilités de m'impliquer à la fois dans des comités étudiants, que ce soit sur le comité de programme, où j'ai co-présidé le comité étudiant du partenariat pan-canadien en immigration Voie vers la prospérité. J'ai présidé le conseil d'administration du CPE que fréquentait un de mes enfants. J'ai été bénévole dans des organisations communautaires. Donc, je pense qu'il y a tout ça aussi qui est venu nourrir mon parcours. En plus, comme je le nommais, des assistanats de recherche. J'ai aussi travaillé comme assistante à la coordination au sein de l'EDIC, qui est l'équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l'immigration dans la région Québec. Donc, ça m'a permis vraiment de me familiariser avec la question de la recherche en partenariat, mais du travail que faisaient les acteurs sur le terrain. Ça m'a permis de me familiariser avec les tâches d'élaborer une programmation de recherche et aussi avec les tâches de diffusion et de transfert des connaissances. J'ai travaillé aussi comme professionnelle de recherche à la CRID, qui est la chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi. Donc là, si mes intérêts de recherche premiers étaient en immigration, mais là, ça m'a permis de me familiariser davantage avec la question de ce qu'on peut nommer les autres diversités, notamment bon, je mets en guillemets parce que c'est ça, notamment les questions autochtones, les personnes qui sont plus éloignées du marché du travail, les personnes judiciarisées, les personnes qui sont avec un handicap. J'ai aussi travaillé pour des chercheurs. Moi, j'ai une formation en ethnologie, mais qui était dans d'autres disciplines. J'ai travaillé avec une professeure en orthophonie, qui était, elle, au département de réadaptation, mais qui menait un projet sur les familles d'origine immigrante qui avaient un enfant d'âge préscolaire atteint d'un trouble du développement. J'ai aussi travaillé avec une professeure en relations industrielles qui s'intéressait au parcours migratoire, aux trajectoires d'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'asile. Donc, ça m'a vraiment permis, tout au long de ma formation, de mon parcours doctoral, d'aller sonder d'autres champs d'intérêt, puis d'élargir aussi mon champ de connaissances. J'ai aussi, comme Karine l'a nommé, puis ça, je vous le recommande fortement, participer à des formations comme la gestion de projet. Je me souviens plus du terme, mais c'était diagnostic, oui, de compétences et celle sur la formation à l'enseignement universitaire, là, qui sont vraiment toutes des cordes qu'on peut ajouter à son arc là, tout au long de son parcours. Donc, moi, ce que je voulais vraiment, c'était d'avoir un petit bagage bien rempli à la fin de mon parcours doctoral. Comment m'est arrivée cette opportunité-là de travailler au Conseil supérieur de l'éducation? C'était vraiment inattendu. J'étais en train de préparer la soutenance de ma thèse là, en décembre dernier. C'est atterri dans ma boîte courriel par l'intermédiaire de ma directrice de recherche qui, elle, avait reçu l'offre d'emploi par l'intermédiaire de quelqu'un qui travaillait au Conseil supérieur de l'éducation. J'avais d'ailleurs déjà rencontré cette personne-là dans différents contextes professionnels, à différentes occasions. Puis je dois être honnête avec vous, au début, quand j'ai reçu l'offre d'emploi, j'étais comme sérieux. Comme Karine disait, on est un peu vert quand on finit d'écrire notre thèse. Je disais, hey, là, j'ai pas le temps, je sais même pas si ça m'intéresse. J'avais aussi préjugés par rapport à la fonction publique, par rapport au cadre. J'appréciais beaucoup le contexte universitaire, la liberté. Là, je m'étais dit, non, Claudia, sois fidèle à toi-même. Tu t'es dit que tu allais toujours rester ouverte aux différentes possibilités. Bien, ça, c'en est une qui se présente à toi. Pourquoi pas l'explorer? Donc, une fois la thèse soutenue, là, début janvier, j'ai postulé. Puis, en prenant la peine, vraiment le temps de m'asseoir, de regarder la description de poste, je regardais les compétences requises puis l'expérience, puis je me disais, j'ai ça. Donc, j'ai été surprise parce que je me disais, voilà, je pense que
ça pourrait réellement m'intéresser. Donc, plus ça allait, plus je développais l'intérêt pour le poste. J'ai fait l'entrevue, comme je vous disais, j'y allais vraiment comme une première expérience. Donc, je m'étais vraiment bien préparée sans me mettre beaucoup de pression en me disant, ben, prends-le comme une expérience d'entrevue. Ça faisait longtemps que j'avais. En fait, c'était ma première entrevue hors universitaire. Ça peut être quand même stressant quand ça fait plusieurs années que tu as réussi à obtenir des postes tout le temps en naviguant dans le milieu universitaire. Ben là, donc, je ne me mettais pas de pression pour obtenir l'emploi, mais plutôt juste de le faire à la hauteur de mes compétences, puis d'être, je voulais vraiment leur montrer ce dont j'avais envie, puis qui j'étais. Donc, j'ai fait ça vraiment, je vous dirais quand même assez naïvement, tout en étant bien préparée. Puis, on m'a rappelé pour me dire que je n'avais pas obtenu le poste d'agente de recherche, mais plutôt un poste d'agente de recherche et de transfert, qui était, selon les gestionnaires, un poste qui correspondait davantage à mes compétences, notamment avec toutes les compétences que j'avais développées en lien avec le travail de transfert et de diffusion que j'avais fait au sein de l'EDIC. Donc, c'est comme ça que j'ai obtenu l'emploi. Puis, pour vous dire aussi là, pourquoi je m'étais... ce qui m'a permis de ne pas me mettre de pression à ce point-là, au moment de passer l'entrevue, c'était que, parallèlement, au moment où je finissais la thèse puis je préparais la soutenance, mais dans cette dernière session-là, j'avais quand même la chance de travailler temps plein en cumulant 3 emplois différents, là, ceux que j'ai nommés, c'est-à-dire assistante à la coordination de l'EDIC, professionnelle de recherche à la CRID et comme coordonnatrice aussi pour le projet sur les demandeurs d'asile. Donc, le fait d'avoir gardé l'œil ouvert aux opportunités, de leur avoir dit oui, m'a donné cette liberté-là de faire, OK, je fais le saut hors des murs universitaires, mais tout en ayant la sécurité. Sécurité. Bref, j'étais déjà en emploi à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que je fais concrètement au conseil? Le Conseil supérieur d'éducation, lui, son mandat, c'est d'aviser, en fait, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur par rapport aux différents enjeux liés à l'éducation. Donc, il y a un peu un rôle de grand sage. Il est composé de 5 commissions et de 2 comités. Puis moi, je travaille au sein d'une commission, la commission d'éducation des adultes et de la formation continue, et au sein du comité sur l'État et les rapports des besoins en éducation. Ce qu'on fait au sein de la commission, donc, il y a une autre professionnelle, une autre agente de recherche avec moi, on a un coordonnateur, puis la commission est composée d'une douzaine de membres qui sont tous des acteurs terrain, qui sont en lien avec l'éducation des adultes et la formation continue. Donc, nous, notre mandat, c'est de rédiger un avis sur une thématique spécifique qui a été choisie par les membres de la commission. La thématique sur laquelle on travaille également présentement, c'est d'examiner la pertinence de mettre en œuvre au Québec un cadre de qualification. Donc, pour documenter, là, c'est avec l'idée du rôle comme grand sage et visionnaire du conseil, d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs puis en quoi ça pourrait être utile au système d'éducation au Québec. Donc, on mène un peu les étapes, c'est comme un projet de recherche en fait, parce qu'on fait une recension des écrits, on mène des consultations auprès d'autres acteurs terrain, on peut faire des appels à mémoire. Après ça, il y a un processus de rédaction qui se fait vraiment en co-construction avec les membres des commissions, parce que nous, l'équipe de professionnels, c'est sûr que c'est nous qui fait tout le travail de rédaction. Et par la suite, on présente ça aux membres de la commission pour leur dire, OK, est-ce que ça correspond à ce que vous voyez sur le terrain? Est-ce que ça reflète vos préoccupations? Et c'est un processus qui se déroule environ sur une quinzaine de mois jusqu'à 2 ans. Au terme de cette période-là, ben là, l'avis est présenté aux ministres qui sont concernés par les recommandations. Et c'est là aussi qu'embarque le deuxième volet, qui est le volet de mon emploi, là, qui est la question du transfert, où là, mon rôle, c'est vraiment de coordonner puis d'organiser les différentes activités de transfert pour faire connaître l'avis auprès des ministères concernés, mais aussi auprès des organisations et des acteurs terrain qui sont concernés par les principales recommandations de l'avis. Puis là, présentement, là, je travaille sur le plus récent avis de la Commission de l'éducation des adultes et de la formation continue. C'est long à dire. Puis là, je l'ai ici parce que je suis tellement contente. On ne le voit pas bien. En tout cas, l'inclusion des familles immigrantes pour une synergie accrue en éducation des adultes. Je suis particulièrement contente de travailler à la diffusion de cet avis-là parce que ça rejoint tellement de près
ce qui était dans ma thèse qui portait sur le parcours d'apprentissage du français des réfugiés d'origine bhoutanaise. Puis, donc là, c'est vraiment plus des trucs en lien avec la francisation des personnes immigrantes, mais à la soutenance, on disait, il doit y avoir des recommandations politiques qui découlent de ta thèse. Puis là, je suis là, oui, mais comment? Comment faire vivre cette thèse-là? Puis finalement, la vie fait que par l'intermédiaire de cet avis-là qui porte sur l'inclusion des familles immigrantes, il y a plein de choses qui se retrouvaient dans ma thèse, qui sont nommées là-dedans indirectement. Donc, tu sais, c'est ma façon de continuer à faire vivre, en fait, mes intérêts pour l'immigration par l'intermédiaire de cet avis-là. Donc, je m'arrêterai ici parce que j'avais dit que je ne voulais pas dépasser beaucoup puis que je voulais laisser de la place à vos questions. Merci. J'ai été trop vite? Pas du tout. Merci beaucoup, Claudia. Je trouve vraiment intéressant vos 4 parcours aussi qui sont différents, qui donnent des idées de pistes d'emploi diverses. Merci beaucoup à Ming, Justine, Karine et Claudia pour vos partages. Puis il y a vraiment plusieurs commentaires très positifs dans le chat avec des ressources que vous avez données également. Et puis, on a vu, bon, là, on est à 116 participants, mais tout à l'heure, on était à 150, donc je pense que ça a rejoint plusieurs d'entre vous. Je vois des visages aussi que je connais, donc je vous remercie d'être là avec nous. Puis, en fait, là, l'occasion, ce qui pourrait être intéressant, c'est de poser des questions. Donc, si vous voulez lever la main, je peux prendre les tours de parole. J'ai regardé aussi les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui et le directeur du CRIFPA est avec nous, M. Maurice Tardif. Donc, il va peut-être vouloir intervenir tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions aux conférencières qui sont présentes avec nous. Des questions sur les parcours professionnels. N'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Donc, j'attends pour voir si des mains se lèvent. En attendant, oui, Maurice. Maurice Tardif, directeur du CRIFPA, bonjour. Oh, Maurice, ton micro. D'abord, je me permets de remercier Marie-Odile d'avoir organisé cette activité-là qui est fort pertinente, là. Écoutez, l'évolution de la formation au 3e siècle à l'université a apporté un certain nombre de changements au fil des décennies. Là. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a déjà pas mal de décennies déjà, là, ce qu'on formait, dans le fond, c'était des diplômés. Et la responsabilité des diplômés, par la suite, c'était de se trouver un poste. Mais au fil des décennies, les organismes subventionnaires, notamment ceux qui financent les grandes équipes de recherche et les centres de recherche, ont demandé aux professeurs d'université non seulement de former des diplômés, mais de former une nouvelle main-d'œuvre scientifique. Et donc, ce qu'on observe, c'est que de plus en plus, les professeurs, les équipes de recherche et les centres de recherche ont le souci non seulement de diplômer leurs étudiants avec un doctorat ou une maîtrise, mais là, on parle de doctorat, mais aussi de faire en sorte que les étudiants et les étudiantes, éventuellement, puissent accéder à des postes sur le marché du travail. Donc, les professeurs d'université, leur responsabilité ne se limite pas, à mon avis, uniquement à soutenir leurs étudiants leurs étudiants et étudiantes pour qu'ils complètent avec succès leur doctorat. Les profs d'université doivent aussi s'efforcer de soutenir les étudiants et les étudiantes au-delà de leur doctorat en faisant des démarches, en les intégrant dans des réseaux scientifiques, en les faisant participer à des rencontres avec différents partenaires, le ministère de l'Éducation, d'autres ministères, le Conseil supérieur de l'éducation, les centres de services scolaires, les autres organismes éducatifs. Donc, la responsabilité de la formation à l'université maintenant n'est plus juste de la diplomation, mais véritablement de faire en sorte que les étudiants que l'on forme, les étudiants et les étudiantes que l'on forme, puissent disposer de ressources, de réseaux qui peuvent les aider à pénétrer le marché du travail. Donc, les exemples que vous donnez, que j'ai beaucoup appréciés, on pourrait les multiplier. Moi, beaucoup de mes étudiants et étudiantes sont devenus professeurs d'université, mais beaucoup d'autres
ont travaillé aussi, ont trouvé des emplois au ministère de l'Éducation, dans des commissions scolaires, au Conseil supérieur de l'éducation. Et je pense que les professeurs ont une grande responsabilité dans ce travail, je dirais, pour faciliter et soutenir l'intégration de leurs diplômés sur le marché du travail. Et nous, à notre centre de recherche, et Marie-Odile peut en être témoin aussi, on s'efforce le plus possible de s'acquitter de cette mission-là. Bien sûr, l'accès au marché du travail est aussi assez contingent. Hein. Les gens qui ont parlé tantôt ont montré que des fois, il y a des hasards de carrière, des trajectoires singulières. Il y a aussi beaucoup de chance. J'ai constaté ça dans 35 ans d'expérience. Il y a de la chance des fois. Il faut arriver au bon moment dans le bon poste. Mais je réitère ce que je vous dis là. Aujourd'hui, les professeurs d'université en sciences de l'éducation, pour la plupart, ont le sentiment qu'ils doivent s'engager bien au-delà de la diplomation et qu'ils doivent aussi soutenir leurs étudiants dans leur phase d'intégration professionnelle. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Merci.